إذاعة سلام معكم كالعادة نسرين ككل مساء يوم اثنين ثلاثاء خميس وجمعة لتقديم برنامج بيني وبينكم. موضوع أكيد يهم الجميع اليوم، موضوع باش نحكيو فيه على التشويه والإعلام. إذا كان حسيت روحك معني بهذا الأمر في يوم ما في وقت من الأوقات لسبب من الأسباب، نجم تتصل بنا على 0472 12 0060. تحضر معايا في الاستوديو ضيفتي ليلى وجدات اللي هي fondatrice de l'association Femmes et Diversité. Donc bonsoir et bienvenue à tous sur les ondes de Radio Salam. Vous êtes en compagnie de Nesrine jusqu'à 18h à l'écoute de l'émission Bayni wa Baynakom, et on va parler d'un sujet très important, la stigmatisation et médias, avec mon invité du jour que j'ai le plaisir d'accueillir à chaque fois, Leïla Wejdat, fondatrice de l'association Femmes et Diversité. Bonsoir Leïla. Bonsoir Nesrine, je suis ravie d'être là, comme tous les mois. Merci. Tu m'entends? Autant pour moi, oui. Très très bien. Oui. J'espère que c'est le cas pour toi aussi. Alors, notre sujet du jour, c'est la stigmatisation immédiate. Donc voilà, j'invite nos éditeurs de participer avec nous. Si à un moment donné de leur vie, ils sont sentis stigmatisés pour une raison ou autre, qui nous appellent au 04 72 12 00 60. Alors, on va parler de stigmatisation. Alors, que veut dire pour toi, Leïla, stigmatisation? Alors déjà, je vais vous donner la définition du... Alors, ah oui, je ne sais pas si on est en ligne. Oui, on est en ligne, donc sur ma page. Donc, bonsoir à tous. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Bayni wa Baynakom. Donc oui, la stigmatisation, pour donner la définition du dictionnaire, c'est une action de marquer de manière définitive le corps de quelqu'un afin de lui donner une cicatrice distinctive. Donc la stigmatisation, c'est les stigmates. On parle de stigmates notamment dans certaines religions, dans la religion chrétienne en l'occurrence. C'est un marquage, c'est une manière d'identifier quelqu'un et de lui dire voilà, toi tu es comme ça. C'est de le définir. Et c'est comme si on lui enlevait la liberté de se définir lui-même, en quelque sorte. Donc, je voulais lui donner une étiquette, c'est ça? Lui donner une étiquette, le circonscrire par rapport à ce qu'on pense de lui, parce que ce qu'on pense de lui n'est pas forcément ce qu'il est, oui. Et surtout, lui retirer la liberté de se définir lui-même. C'est ça qui fait que la stigmatisation peut être très puissante. Et je voulais parler aussi de la stigmatisation de certaines populations dans les médias, parce qu'on assiste aujourd'hui à un clivage, à une tension politique qui stigmatise énormément certaines populations. Lorsqu'on est dans une situation de crise, c'est très facile de stigmatiser l'autre et de le rendre responsable de nos problèmes sociétaux, économiques, etc., etc. Donc je voulais aborder cette question parce qu'on est quand même dans un contexte politique. Exactement, ça rentre dans l'actualité, Leïla Wejdat, et c'est pour ça j'ai hâte d'animer cette émission ce soir. Alors je rappelle que vous êtes en direct, vous pouvez nous appeler au 04 72 12 00 60. Alors, des exemples de stigmatisation Bien, par exemple, on peut voir que certaines femmes sont stigmatisées parce qu'elles portent un foulard sur la tête. Oui. Par exemple, c'est un sujet d'actualité. Alors, c'est marrant parce que en venant à la radio, j'ai entendu, j'étais à l'écoute d'un interview et sur ce sujet de voile notamment, où une dame qui s'interroge dit bah, si c'était un choix, pourquoi les femmes portent-ils ce foulard? Oui. La réponse c'est un choix, ils ont choisi de le porter, ça m'a fait rire en fait. Et elle se pose de cette question, je me dis voilà, je ne sais pas s'il y a une certaine conscience et considération ce qu'il ressent l'autre ou est-ce qu'il pense, notamment. En tout cas, une chose est sûre, c'est que quand on a un avis très ferme lorsqu'on stigmatise l'autre... Alors pourquoi on stigmatise l'autre? On stigmatise l'autre, je pense, parce qu'on a peur de lui. C'est la peur qui domine. C'est la peur qui fait que c'est quelqu'un qu'on sent éloigné de soi, quelqu'un qui ne pense pas comme soi, quelqu'un qui est différent de soi, qui n'a pas la même culture, la même religion, la même éducation. Voilà, la liste est longue. Mais je pense que ce qui motive la stigmatisation, c'est la peur et c'est aussi cette envie de dominer l'autre, qui n'est pas comme soi. C'est un rapport de force? C'est un rapport de force, c'est probablement lié à un complexe de supériorité.
En fait, en creusant un petit peu le sujet, on s'aperçoit que la stigmatisation, elle s'oriente autour de 3 grands axes. Déjà, après on développera bien entendu avec, avec les auditeurs et les auditrices. Alors je les rappelle qu'ils peuvent nous joindre à nous et réagir à ce sujet. Il suffit d'appeler le 04 72 12 00 60. موضوع حلقتنا هو التشويه والإعلام ووصمة عار أكثر ما لقيتش الترجمة الحرفية لكلمة ستيغماتيزي، ولكن نعت الآخر بنعوت سلبية اللي تشوه من الصورة متاعه واللي تنقص من القيمة متاع الآخر وتعطيه يعني خلينا نقولوا بعض القوالب اللي يتم تصنيفه في هذه القوالب، واللي احيانا يبقى برشا وقت باش يخرج منها ويتخطاها، واللي تنجم تاثر على نفسيته اولا، على علاقته مع نفسه وعلاقته مع الاخرين. اذا كان في يوم ما حسيت الاحساس هذايا، حسيت الموضوع يعني مسك من قريب ولا من بعيد بشكل من الاشكال، تم يمكن النظر اليك بنظره يعني ماهيش هي سلبية، أثرت على حياتك الشخصية أو المهنية بسبب العرق متاعك، بسبب لون البشرة، بسبب الجنس، بسبب الأصل متاعك، منين من أي بلد تنتمي، لأسباب أخرى أيضا نجم تكون وضعية اجتماعية، وضعية اقتصادية. كلامنا على 0472 12 0060 للمشاركة معنا. ونذكر حاضرة معي في الاستوديو ليلى وجداد اللي هي مؤسسة جمعية امرأة و diversité يعني الاختلاف، donc la fondatrice de l'association Femmes et Diversité. Il y a différents types de stigmatisation. Oui, absolument. Alors déjà, je pense que c'est important de le dire, on est quand même dans une époque, dans une société qui valorise l'image, où, et de plus en plus. De plus en plus. Donc comment on se représente, comment on s'affiche, c'est très très important. Que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit à la télévision, que ce soit dans la presse. Je veux dire, l'image a pris le pas sur la réalité. Donc on dit souvent qu'il y a une différence entre la réalité et l'image qu'on se fait des choses. Ça, c'est un terrain, je trouve, intéressant. Alors, c'est vrai que dans les médias, on assiste aujourd'hui, quand même, je ne sais pas si c'est... On assiste aujourd'hui à une forte stigmatisation. Alors, le sujet c'est stigmatisation et médias. Voilà. Dans les médias, on s'aperçoit quand même... moi, je parle aujourd'hui de la France. Hein, je ne parle pas en général. Alors, avant d'y arriver, médias, d'abord, c'est une question d'éducation, parce que voilà, avant le média, avant la radio, avant la télé, avant les réseaux sociaux, il y a l'entourage. Bien sûr. C'est important aussi. Oui, bien sûr. Mais après, il y a comment on construit en fait son image, comment on construit son identité. Moi, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est plutôt parler du rôle important des médias dans la stigmatisation, dans les représentations. Les médias, et je suis concernée aujourd'hui. Bien sûr, déjà parce que le contexte sociopolitique aujourd'hui, il est très tendu, où on assiste à des discours racistes totalement banalisés. Je veux dire, aujourd'hui, il y a une grosse partie de la population qui est stigmatisée, qui est enfermée dans des clichés. Et il y a aussi une grande majorité de personnes, certes, il y a un certain ressenti, mais aussi ils viennent de découvrir cette stigmatisation et ça les choque aujourd'hui. Oui, bien sûr. Ils sont choqués. Oui, parce que c'est sûr que quand vous êtes français, vous avez grandi dans ce pays, vous vous considérez comme français, et qu'on vous ramène toujours à vos origines, où on a un avis très arrêté sur ce que c'est que d'être d'origine maghrébine ou marocain ou africain ou asiatique, c'est hyper enfermant parce qu'on est d'abord français. C'est-à-dire on est toujours ramené à autre chose que ce qu'on est vraiment. Et ça, c'est ça que je trouve très violent en fait dans notre société. Et c'est surtout ça en fait qui est véhiculé dans les médias. Moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que les minorités, elles sont représentées souvent dans les médias dans des rôles très stéréotypés. Que ce soit
à la télévision ou au cinéma ou dans des reportages, dans des documentaires, etc. Notamment autour de la question, pour parler évidemment de la population d'origine maghrébine, que ce soit les femmes voilées, que ce soit les femmes tout court, que ce soit la délinquance dans les banlieues, etc. Donc on reste toujours sur des stéréotypes très précis. Et d'où la responsabilité des médias aujourd'hui, parce qu'ils ont une large panel, ils s'adressent à un large public et ça influence le regard. Et le rôle des médias, c'est aussi de représenter la France, en l'occurrence, dans toute sa diversité, de montrer qu'il y a de tout dans la France, dans les médias, que toutes les minorités sont représentées. Donc, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le rapport du CSA qui montre qu'effectivement, les minorités sont encore, malheureusement, trop invisibilisées. Et lorsqu'elles sont visibles, elles sont encore, malheureusement, sujettes à des stéréotypes médiatiques très forts. Et des représentations assez négatives qui sont en lien très probablement avec l'histoire de notre pays. Alors on a un appel de Samia Leila. Aslama Samia. الو السلام عليكم. عليكم السلام مرحبا. سلام على الضيفة. سلمك. سلام. شوفي أنا ملي كنت في عمري 6 سنين لقيت روحي نهضر هكذا. يعني؟ نهضر بالنيف تاعي. أي. واللي يقراو معايا عكيو عليا بعد حتى كبرت وليت مرأة لقيت أن الناس يقول لك نهضر معاهم يضحكوا عليا يرهوا لي عيشتي سودت الدنيا في وجهي عدت نحشم كي نهضر سمعتي على خاطر اللهجة نتاعك خاطر تتكلم خشمك هكا ما نحكيش كما بالفم انا نحكي بالنب تاعي يا رحت للطبيب اللي شوفي يا مدام راسك من الشموع خرجتي انا نطقي ربي العالمين هكذا ما بك والو. وانت شنو اللي قلقك سامية؟ يضحكوا عليا نسرين اختي. وكي يضحكوا عليك شنو تحس؟ كي يضحكوا عليك شنو تحس؟ نسرين اختي نتاثر نتقلق نولي نبكي ما نعرفش واش ندير قلت استغفر الله ربي قلت وليت نطلب في الموت يا ربي وقت يخف عليا لطف. الناس يقولوا يعيبوني عند الطبيب نروح نقضي نجمع هكذا حاليا الناس تضحك علي على بالي الى يومنا هذا معناها في عمرك هذا. وانت كيفاش تعيش مع الحاله هذه؟ تقبلتها ولا ما زلت مقلقتك سامي؟ انا ربي سبحانه وتعالى انا تقبلتها بس الناس ما هناونيش عكيوا عليا سمعتي في الفيسبوك وين نروح انا ما بالعربيه ولا بالروميه ما بقينا نهضر بالروميه مقفوله خلاص. مع ان انا تظهر لي عادي يا سامي ولا مره لاحظت كما قلتليش تو ما لاحظتش. ولفتيني يا نسرين اختي يحتمل. ولفتيني خلاص تعودت نهضر معك خارج الخط على الهواء ثم ولفنا بعضنا سمعتي. Voilà. Mais c'est ça, ce qu'elle dit est juste, c'est que ça affecte le quotidien lorsqu'on est stigmatisé. C'est que notre quotidien, il est impacté par le regard de l'autre, qui nous prend pour peut-être quelqu'un d'idiot parce qu'on parle avec le nez ou... Pardon, tu voulais peut-être traduire? Non, j'ai un problème de casque. D'accord. أنا مانيش نسمع فيك سامية، توا نسمع فيك تفضل. قالت لك يعني الحاجة اللي تقول فيها أنت تورينا قديش يتأثر العبد معناها نفسيته وعندها تأثير كبير على حياته، معناها تولي هي أكثر مشكلة في حياته. شوفي نسرين أختي أي واحد عنده ولولة هانديكابي يتأثر سمعتي أي واحد سواء في عيني سواء في المشية تاعو في هضرته في أي يفيديه الناس ما رحمتناش نسرين أختي. واضح. وقالش اليوم تعالى وين الناس يتفاهموا يتفاهموا ما يعودوش يضحكوا ما يستعظموش يتقبلونا ويلفونا يخلونا نتأقلموا معاهم ما يضحكوش علينا يهديهم ربي. سمعتي؟ وصلت الرسالة سامية يعطيك الصحة انك شاركتي معنا. ونشكر الضيفة تاعكم ويرحم والديكم. عاودينا ويديك عيشك. بالسلامة. سلامة. Alors, j'ai l'impression qu'on montre de doigt chaque fois la différence, ce qui est différent de nous-mêmes. Oui.
Et puis, ce que dit cette dame, c'est bon, c'est sa manière de parler, mais les moqueries incessantes, ça crée un sentiment d'exclusion. C'est-à-dire qu'elle ne se sent pas à sa place. Et ça, c'est la conséquence, justement, de la stigmatisation. Ah oui. C'est mieux comme ça? Oui, c'est mieux. Donc oui, effectivement, cette dame, quand elle parle du fait qu'elle est victime de railleries, de moqueries, elle se sent exclue en fait du groupe, du fait qu'elle est différente, du fait qu'elle parle différemment. Et c'est une souffrance. Donc cette stigmatisation ou ce mépris de l'autre, il est nourri parce qu'en rabaissant l'autre, on va se sentir supérieur. On va établir une hiérarchie entre lui et moi, et une distance entre lui et moi. Pourquoi on a besoin de dire que l'autre il est différent? Pourquoi on donne des étiquettes? Je pense qu'il faut partir du principe qu'on est tous différents, qu'on a tous... Alors, on est tous différents, certes. Hein, il y a les gens qui souffrent de l'obésité, il y a les gens qui souffrent de taille, il y en a qui souffrent de leur origine, d'autres de la couleur de peau. Les troubles mentaux aussi, oui. Ils sont bien stigmatisés par les médias. Chacun sa différence. Bien sûr. Bien sûr. Mais ça n'empêche pas. Je pense que quand on ressent le besoin, en tout cas, de se moquer de l'autre qui ne nous ressemble pas ou d'appuyer sur sa différence, c'est probablement que soi-même on a un travail à faire sur soi. Sinon, on n'aurait pas le besoin de rabaisser l'autre. Après, je pense qu'il faut partir du principe que chacun a ses spécificités. On est tous uniques parce qu'on est tous différents. Et c'est ça, et bien heureusement, et c'est ça qui fait la richesse finalement de notre pays. C'est on arrive tous avec notre histoire, notre culture d'origine ou la culture de nos parents. Et c'est ça qui fait la beauté finalement de ce pays pluriel. Alors, ces propos qui ont été tant véhiculés, la laïcité, le vivre ensemble, la fraternité. Aujourd'hui, on est face à une autre réalité, Leila Oujdat, et on a l'impression que tout tombe de nous, il n'y a pas de sens. Oui, enfin moi j'essaye de rester optimiste quand même parce que bon, aujourd'hui il y a une échéance politique, on essaye de faire feu de tout bois en utilisant tous les arguments possibles et imaginables pour obtenir des voix. Et malheureusement parfois c'est au détriment de la cohésion de notre pays. Mais pour moi, la laïcité, ça veut dire quelque chose. Pour moi, le vivre ensemble, ça veut dire quelque chose. Ça veut pas dire, c'est pas une idéologie politique, c'est une réalité. Parce que je le vis au quotidien. J'aime la différence des autres. J'aime avoir de la diversité. Et malheureusement, on est quand même aujourd'hui, on vit une époque où on a tellement peur de l'autre qu'on veut effacer ce qui fait sa différence. On veut l'assimiler, comme si être français, ça correspondait à un savoir-faire, un savoir-être, un savoir parler. Et ça, je trouve ça extrêmement dangereux. On essaye d'assimiler, de rendre tout uniforme, que ça ne dépasse pas d'1 millimètre. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Il n'y a pas de je veux dire, c'est pas possible, c'est pas imaginable que tout le monde se ressemble et que tout le monde s'appelle, que tout le monde porte un prénom français, par exemple. C'est juste pas possible. Et c'est le discours emporté par certains politiques aujourd'hui, bien sûr. Qui sont même candidats à la présidentielle. Voilà. On a un appel de Ammar. Bonsoir Ammar. Aslem. Oui, Aslam Arti, Aslam soyez les bienvenus, votre invité. Merci. C'est un beau sujet. Qui m'a dit Samia. Moi, je ne vais pas la différence, c'est normal. On a l'habitude, mais elle parle normal, bon, c'est vrai. Mais on dit la vérité, c'est un bon sujet. Nessi Aïrou Kabel Nes. Qui m'a dit l'invité, il dit que هذا مش مليح وهذا منا. هذه بكري كان لا avant il n'y avait pas ces critiques-là. Elle a Bakri Ayrouni. Porte un prénom français, par exemple, c'est... Elle a Bakri. Oui. Allô? Quand je parle,
les femmes, les trucs. Bah, chacun fait ce qu'il veut. أنا خلقني ربي, c'est pas toi qui m'a fait sur terre. Il n'y a que le bon Dieu qui me juge. Moi, je ne juge pas les gens. Je ne parle pas de moi, c'est tout. Je parle du monde. Bah, pourquoi les gens ils s'intéressent? Il n'a qu'à s'intéresser à lui, comment il est habillé, comment il est fait, et comment il est coiffé, comment il est habillé. هذا ما كان. تقلقت انت في فترة ما يعني؟ Non, je rigole moi. J'ai dit le bon Dieu il m'a fait comme ça, je ne suis pas féminisé. Mais c'est la voix. قلت لهم كل واحد عنده l'accent comme il parle. La voix تاعو les trucs. Alors qu'est-ce qui fait que tu rigoles, Ammar? علاش tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Non, pour qu'il m'oublie. D'accord. Pour qu'il efface mon territoire. Mais honnêtement, à l'intérieur, ça te triste ou pas? Non. Pas du tout. Non, pas du tout. Je suis bien avec ma famille, je suis un homme, mais l'accent, il y a des gens, la vérité, excusez-moi, Ramadan, احنا العرب برك نكريتيكيو في بعضنا. Alors pourquoi? Partout. سمحي لي. Oui, non, mais c'est le sujet, hein, pourquoi c'est vrai? نعم. Parce que c'est le sujet, c'est bien. Oui. Il ne faut pas se vexer. Il y a des hommes, les Tunisiens, les hommes, ils ont un accent efféminé. أنا ما نضحكش. والله j'aime bien l'accent تاعهم. جيتي ورحتي ومنا ولا كيما عنابه كيما ما نضحكش انا على الناس. انا كي يقولوا لي عيروني جو مون فو والله غنضحك. نقول لهم il viendra le jour où tu seras لبسنا احنا بكري on était à la mode. Enfin la mode, les trucs, les modes, bon, on parle pas de ça, de la mode maintenant. تلبسي حاجه سروال مقطع يقول لك سي لا ça. انا je regarde ce qui m'intéresse. C'est pas qui intéresse les gens. يقول لك بكري عقبال عدوك جيعان وما تركبش عريان. Vous avez compris le Pas tout à fait le proverbe, Ali, Ammar. Non, يعني قلت لك لا كيما قالت الأخت سامية. أنا نشوف أنا خدمت. Moi j'ai travaillé avec les handicapés, les non-voyants. J'ai tout fait. J'ai jamais critiqué. Au contraire, il faut les soutenir et encourager ces gens. Moi je critique pas. Lui il est gros, elle est grosse, elle machin. أنا ربي خلقنا هكذا. C'est le bon Dieu. là كان ضحكت عليا تضحك على ربي. كما قال le chanteur, est-ce qu'il y a un Dieu qui nous protège? Il protège tout le monde, Allah. Mais il ne faut pas critiquer. واحد مدير هكذا واحد le truc أو عيب واحد ما يشوفش واحد. Au contraire, parce que toi tu as les bras, tu as les yeux pour voir, tu as la bouche pour parler. On parle les sourds-muets et tout, يضحكوا عليهم يضحكوا له. Alors, il faut qu'il oublie les trucs là, les mauvaises langues et tout. Franchement, moi je vois excusez-moi, quand je vais au marché et tout, ils sont bien. شوفي هذه، شوف هذا، شوف هذيك في لابس، شوفي هذيك في لابسه، اي محمره، اي مبودره ومديره الفولاره. Elle met la foulard parce qu'elle n'a pas le temps de se laver le visage, les cheveux. ولا راجلها قال لها ديري الفولاره، الاخر يمشي en short, en plein maintenant. Moi je rigole. انا كي يهضروا لي avant ils critiquent. Mais maintenant, j'ai une grande gueule حاشاكم. حاشا المسنتين. كما توديت ودان ولا من عفاي يقولها بكري الله غالب. رحت لنا. Merci de ce partage, Ammar. C'est votre, je sais pas comment, كنت حافظ le nom تاعها le prénom. يعطيها الصحة. Il faut bien. On est en France. ولا في البلاد ولا هذاك. Il faut. ربي هو اللي يجيجينا. ماشي انتيا. ماشي انا اللي نقولوا دير. ما نقولوش ربي يهديك. Je m'en fous. هو كل هذا parce qu'ils se sentent bien. Et bien ou pas ils critiquent les gens. شوفي هذيك فيها لابسه. تقولي ما عندهاش. هذيك لابسه هكذا والاخر لابس هكذا والاخر. Allez arrêtez ça. Ça suffit. يلا ما. Merci Ammar, يعطيك الصحة. أختي سامحوا لي. سماح. سلامة. Il a le grand. Il avait besoin de vider Ammar. Alors, il y a
nous, entre nous, Ouais. il y a le média. Oui. Bah, déjà, ça commence, oui, il a raison, le monsieur, quand il dit ça commence à la maison, les jugements, voilà. Lorsqu'on grandit comme ça, bah, forcément, après, c'est difficile de se déprogrammer et de ne pas juger l'autre. On a grandi avec des choses qui paraissent normales au début, mais après on s'aperçoit que non, ça impacte l'autre, que c'est de l'ordre de stigmatisation, du racisme, l'éloignement et surtout éloigner l'autre de nous-mêmes. Bien sûr. Bah oui, quand on estime que l'autre ne nous ressemble pas, enfin, déjà, il a le droit. Chacun a le droit d'être comme il a envie d'être. Mais lorsqu'on appuie justement sur des choses en disant bah, toi t'es comme ci, toi t'es comme ça, alors qu'on ne le connaît pas ou qu'on le juge, on le met à distance. Et lorsqu'on met à distance, bah, c'est là que les problèmes commencent finalement, parce que la diversité, elle fait partie de notre humanité. Il y a la diversité et l'unité. On est à la fois divers, on est pluriel, il y a différents peuples, il y a différentes nations, il y a différentes langues, mais on est une seule humanité. Et ça, je veux dire, ça commence à la maison déjà, quand on éduque ses enfants et qu'on leur dit, voilà, ça reste ton frère en humanité, ça reste ta sœur en humanité, pas manquer de respect, ne pas le définir. Cette diversité, elle fait partie même de notre religion. Nous vous avons créé entre tribus et nations différentes pour que vous vous entreconnaissiez, pas pour que vous fassiez la guerre ou pour que vous vous jugiez. Et la guerre aussi, le discours ou le regard qu'on porte à la guerre aujourd'hui à travers les médias, il n'est pas pareil quand ça concerne certains peuples et quand ça parle d'autres. Et j'ai eu un appel hors antenne tout à l'heure où la personne me dit j'ai l'impression que le droit de l'homme, ça n'a qu'un sens et ça ne concerne que les blancs et pas les autres. Oui. Bah, c'est sûr, moi je pense que effectivement on sent quand même qu'il y a une certaine sensibilité plus accrue vis-à-vis de certaines populations européennes. Pourquoi on ne porte pas le même discours? C'est les mêmes actes, même événement, même essor, mais le discours, les propos, ils ne sont pas les mêmes. Bah c'est sûr, on va voir l'Européen ou celui qui nous ressemble le plus proche de nous, plus proche de notre culture, plus proche de notre héritage. On est plus empathique avec la personne qui nous ressemble? Visiblement c'est le cas. Moi, je ne comprends pas ce double discours entre, je veux dire, pour moi, quelqu'un qui recherche qui est en exil, qu'il soit africain ou européen ou arabe, pour moi, ça reste une personne humaine qui a besoin d'un refuge. Et je ne comprends pas aujourd'hui qu'on ait un double discours ou un humanisme à géométrie variable par rapport à celui qui cherche l'exil. C'est juste inadmissible. Pendant des années, les jeunes des quartiers, les Noirs, les Arabes, on va dire la population démunie souffrent de ce discours, de certains propos, notamment. Ouais. Alors, quel impact sur leur vie, Laïla, si vous avez une idée? Et à travers le livre, on rappelle le livre de Iman Bassala, à gauche du lit, ouais. Où la personnage Farah, elle en parle dans l'histoire, dans le livre, comment entre ce qu'elle ressent avec les propos qu'elle a grandi, l'image d'elle-même, de l'autre, des médias, des événements, elle en parle, l'enseignant, il y a les enseignantes. Elle est enseignante. Ouais. Et moi, sa phrase qui m'a frappée le plus, que les langues qui ont tombé le masque, ça m'a frappée comme phrase. Oui, c'est sûr que, en fait, c'est pas moi qui le dis, hein. Il y a une étude médiatique qui montre que la télé, les médias en général, tous médias confondus, montrent une image encore très négative de l'autre. Juste pour parler de la population qui nous concerne, la population arabe ou maghrébine ou berbère ou peu importe. Mais... Alors, d'une manière négative de l'autre, mais ça dépend qui est l'autre. Hein, parce qu'on peut porter un regard positif pour un autre. Oui, tout à fait. Pour parler de cette population, donc cette minorité invisible qui est
on va dire les Noirs et les Arabes, hein, grosso modo, ça reste encore très négatif. Alors, souvent, c'est soit ils ont des rôles dans les films de délinquants, et des acteurs d'origine, soit arabes, soit qui sont noirs, ou ils souffrent, ils en parlent, certains. Ils souffrent. On leur donne exactement des rôles. De stigmatisation. Si c'est un rôle principal, bah ce sera un rôle principal de délinquants, de personnes violentes qui vendent la drogue, quoi, ou qui a un terroriste. Enfin voilà, toujours cette notion de violence. Et il y a une dame qui a fait une étude assez développée sur ça et qui a dit que grosso modo, les minorités invisibles, on va dire, hein, si on doit mettre un grand terme, sont souvent représentées autour de 3 personnages. Il y a le personnage de la victime, il y a le personnage du sauvage et il y a le personnage du délinquant. Alors, la victime, c'est une personne qui est économiquement dépendante, qui va être un assisté, grosso modo, qui n'arrive pas à trouver de boulot, qui va profiter des aides sociales, bref, alors, un assisté. Généralement, puisqu'on en parle aujourd'hui des personnes qui bénéficient des aides sociales ou qui sont au chômage, oui. et même par des représentants de l'État, ils ont été stigmatisés, où on a banalisé la recherche d'emploi comme si c'était si facile, et on oublie que c'est un travail en lui-même, que c'est pas évident. Des fois, j'ai des propos pareils à l'antenne, où on dit ouais, il y en a qui préfèrent rester sans travailler, et on sait pas ni le vécu, ni l'environnement, ni les conditions de vie de cette personne. Bien sûr, mais de toute façon, que ce soit vécu de manière individuelle ou qu'on en fasse une étude sociologique, c'est un fait que pour trouver du travail lorsqu'on est d'origine, on va dire, étrangère en France, avec un prénom à consonance étrangère, c'est extrêmement difficile de trouver du travail. Je crois qu'il faut 5 fois plus, faut envoyer 5 fois plus de CV lorsqu'on est d'origine maghrébine pour obtenir un poste que lorsqu'on est français ou avec un prénom à consonance français. Ou avec un nom à consonance vérité français. Qui a été longtemps dans le déni, où on disait non, c'est pas vrai. Oui, parce que c'est plus facile de dire si tu veux travailler, tu peux travailler. C'est plus facile à dire. C'est plus facile à dire à faire porter la faute à l'autre plutôt que de dire non, il y a un problème structurel. On le fait culpabiliser pour quelle raison? On le fait culpabiliser et on l'enferme dans un rôle, on l'assigne à un rôle parce que ça crée déjà un sentiment de supériorité parce qu'on va lui dire ce qu'il doit faire. Et puis en plus, ça montre qu'il n'y a pas de problème. Le problème, c'est lui. Alors que le racisme est structurel. Aujourd'hui, il y a un discours, je ne veux pas dire seulement en France, mais un nouvel ère ou de positif, où on se fixe et on demande à la personne de travailler sur soi, et c'est pas toujours le problème à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Bien sûr. Ça, est-ce que ça peut être lourd à emporter aussi? Oui, mais je pense qu'il faut aussi considérer qu'on est dans un contexte. Bien sûr, si malgré tous tes efforts, tu te remets en question, tu envoies ton CV, tu refais ton CV, tu acceptes de faire un autre job. Moi, j'ai rencontré des personnes qui ont eu des diplômes à l'étranger, en Tunisie ou en Inde, et qui viennent en France et qui ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas fait valider, ils n'ont pas pu faire valider leur diplôme, ils ne peuvent pas travailler dans leur branche. Et ben ils sont obligés de prendre un autre job, un autre travail qui n'est pas à la hauteur de leurs compétences. Ça existe. Donc ils sont obligés de le faire parce qu'ils doivent gagner un salaire. Mais c'est pas quelque chose qui est facile. Alors malgré leurs efforts, il y a quand même un contexte structurel qui fait que ils ne peuvent pas peut-être être médecin comme il l'était. Moi, je connais une personne, par exemple, qui a fait des études de médecine, qui était médecin au Maroc, qui n'a pas pu faire valider son diplôme et qui se retrouve à travailler toujours dans le milieu médical, mais qui n'est pas médecin. Parce que structurellement, ce n'est pas possible. Donc on a beau dire, voilà, si on essaye, on y arrive. Ça, c'est pour certaines choses, oui, c'est vrai, mais pas pour tout.
Parce que structurellement, il y a quand même des blocages, il y a un racisme. C'est vrai qu'il y a un racisme pour le logement, La pour le travail. stigmatisation amène à la racisme. Bien sûr, bien sûr. C'est le résultat. Bien sûr, c'est une conséquence. Ou c'est même avant, peut-être que même que le racisme provoque la stigmatisation. Parfois, on n'en est pas toujours conscient, mais il y a une forme de racisme. Lorsqu'on met l'autre à distance, il y a une forme de racisme. À l'autre, il n'est pas tout à fait comme moi. Ça peut avoir une notion de racisme ou pas, mais il faut en être conscient aussi. Lorsqu'on dit que l'autre est de telle ou telle manière, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on le dit. Travailler sur les stéréotypes, travailler sur les clichés. À travers l'humour, c'est quelque chose d'intéressant. Il y a beaucoup d'humoristes qui travaillent sur les clichés, qui mettent en lumière en fait voilà, nos différences et qui en jouent et qui en rient. Et ça, c'est super. Mais il faut faire attention à ne pas alimenter aussi ces clichés parce que inconsciemment, on alimente aussi quelque chose. On a un appel de Amel. Bonsoir Amel. Alors, on vous entend de très très loin, Amel. Si vous pouvez se rapprocher de votre micro ou désactiver le parleur. Oui, là vous m'entendez? Mieux, mais ça va, allez-y. Excusez-moi parce que je suis en voiture et j'ai regardé l'émission parce que je suis ravie de participer. Merci. Moi, je travaille dans une crèche, franchement. Après moi, il y a toujours le racisme. Pour l'instant, je suis en accident de travail. Malheureusement. On vous perd à certains moments, Amel. Hein, on vous perd. Vous dites qu'il y a certains... Oui, là c'est mieux. Parfait. Allez-y. Et malheureusement, ils m'ont mis... j'ai fait accident de travail à cause des filles, franchement, à cause des racismes. Ils me traitent comme... je sais pas... ils me parlent mal de mon travail et tout. Alors, c'est qui vous parle mal, madame? Les filles qui travaillent avec moi. D'accord. Parce que moi, je travaille à la crèche. Enfin, je suis agent d'entretien. Oui. Et ils me de faire tout leur travail. Je garde les enfants, je m'occupe des enfants, je débarrasse, je fais la cuisine. Et si je fais pas ça, ils sont pas contents et ils me traitent pas bien et ils parlent pas bien. Et à votre avis, c'est à cause de quoi ça? J'ai levé un seau de l'eau et à force de porter des enfants et tout, je suis en accident de travail. Malheureusement, j'aime bien mon travail, mais à cause des filles, franchement, je n'étais pas bien. Alors, mon invité t'a demandé pourquoi, d'après vous, il vous traite de cette manière, Amel. J'ai demandé, il me dit non, c'est rien, mais franchement, dès qu'ils m'ont vu que je suis algérienne, eux, ils étaient dans cette crèche que des Français. Moi, l'algérienne, franchement. Vous pensez que c'est par rapport à votre origine, c'est ça? Oui, je pense ça, parce que franchement, chaque fois quand ils parlent et tout, nous, on est des Français. Je dis franchement, moi aussi, j'ai la nationalité. J'ai fait mon travail bien comme il faut. Comment c'est quoi vos ressentis, madame? Comment vous vivez les choses? Depuis moi, franchement, ça fait presque un an que je travaille dans cette crèche. Je n'étais pas bien. Avant, vous n'avez pas eu ce problème? Avant, non, jamais. Non. J'ai travaillé dans un hôpital, à la salle d'accouchement. J'ai travaillé en fait chez les gens. J'ai gardé des enfants chez moi. J'ai jamais eu de soucis. Mais là, franchement, c'est... Moi, je suis de Lyon. Je travaille à Lyon 6e. Vous avez parlé à votre supérieure, madame? Oui, franchement. Même la supérieure, elle était avec les filles. D'accord. Oui, moi, je suis avec elle au bureau. Elle est tout à fait normale avec moi. Dès qu'on fait des réunions et tout, elle donne raison à les filles. Malgré que je fais mon travail
très très bien. Il faut pas que je réclame, il faut pas que je dise quelque chose, il faut pas que je dise les enfants ils sont pas bien, ils sont pas. Ils n'aiment pas comme les enfants le matin quand je viens, ils viennent tous vers moi, ils rapprochent vers moi, ils me parlent bien et tout. Je sais pas, ils sont gênés. Oui. Bien. Bon courage, madame. J'espère que ça ira mieux d'ici là. C'est bien aussi de se renseigner au niveau de vos droits de travail, ce que vous avez le droit de faire et ce que vous n'avez pas le droit de faire. Et bonne continuation. Merci pour l'appel, Amel. Merci beaucoup. Bon courage. Au revoir. Au revoir. Alors avant, elle n'avait pas ce genre de problème, Leïla. Donc c'est pas elle qui, c'est pas un ressenti personnel, c'est des faits. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a probablement du racisme, probablement lié à sa personne, à son origine, à son statut aussi. Il y a bien sûr différentes formes de racisme et ça, c'est purement inacceptable. Elle a, comme tu l'as dit, elle a des droits, il faut qu'elle les fasse. Et probablement, si elle est en arrêt maladie, c'est qu'elle n'est pas bien là-bas. Très probablement. Ouais. Certainement. Moi, je me rappelle une fois une dame que je connais, une amie d'ailleurs, si elle écoute, je la salue, c'est Linda, elle m'a dit, donc dans son lieu de travail, elle était toujours à l'heure, jamais elle rate, elle finit même tard ses tâches, elle essaye de tout faire au mieux. Et un jour, elle a eu un petit empêchement, un petit accident durant la route, et elle est arrivée 5 minutes de retard. On lui a fait la réflexion d'une manière très très méchante. Elle a dit j'étais mal toute la journée, ce qui a rajouté une couche qu'une collègue d'origine européenne, elle arrive 20 minutes après, on lui fait pas le même remarque, on lui dit rien du tout. Et ça m'a touché beaucoup, et elle a été obligée de changer de boîte. Oui, c'est ça, c'est le double discours, c'est acceptable pour certains et pas pour d'autres. Je ne sais pas si tu te souviens de cette polémique, juste pour revenir sur la stigmatisation ou la stigmatisation de certaines populations. Il y avait une affiche, donc c'était des prestataires de services à la personne qui avaient fait une série d'affiches sur des visages, quoi. C'était des portraits, et il y avait celui de Fatima. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, ça me dit quelque chose. Et donc du coup, il y avait une polémique autour de ça qui disait on utilise un prénom arabe pour dire pour le service à la personne, pour encore stigmatiser cette figure de Fatima. Comme si c'est que ça concerne cette population. Cette population. Il y avait d'autres personnes. Il y avait aussi une autre femme blanche, une autre personne d'origine noire. Mais le prénom Fatima a une connotation négative dans l'oreille de certains, puisque il y a une expression qui dit faire ta Fatima, c'est faire le ménage, c'est comme faire la Conchita, quoi, grosso modo. Donc s'ils avaient utilisé un autre prénom que Fatima, on aurait pu dire que c'était pas discriminant. Oui. Mais le fait qu'ils aient utilisé Fatima précisément, il y a une signification derrière tout ça. Il y a un lien direct avec une attitude raciste, finalement, qui est proposée à travers cette affiche, clairement. On renvoie toujours à une race, à une origine, à une situation sociale. Il y a une sorte de besoin à combler. Surtout quand ça va mal. Quand ça va mal, on va rendre l'autre responsable de ce qui ne va pas. Alors, on a entendu Samia au début de l'émission et on a entendu Ammar. Alors, une qui a été très longtemps touchée, jusqu'à présent d'ailleurs, et affectée, Ammar, il se moque. Pourquoi il y a différentes attitudes. Est-ce que ça dépend de la personne, sa fragilité, sa personnalité? Oui, puis probablement qui sait qui il est. Donc, lorsqu'on sait qui on est, on n'a pas besoin, on est moins sensible à la définition par l'autre. Lorsque tu es à l'aise avec ton identité, tes identités, parce que l'identité c'est quelque chose de pluriel, lorsque tu sais d'où tu viens, lorsque tu sais où tu vas, lorsque tu es à l'aise avec ta vie, etc., les remarques de l'autre, même si elles peuvent être blessantes, glissent. Alors le média vient pour confirmer ces propos, ces clichés, ces étiquettes, même s'il y a une partie de la vérité.
Mais ça reste quand même choquant quand ça devient fréquent. Ce qui est pénible, en fait, avec certains médias, c'est qu'on a tendance à mettre un coup de projecteur sur ce qui marche pas. Et on met pas le projecteur sur les choses qui fonctionnent, sur les belles histoires à raconter, etc. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment le fait d'assigner une certaine population, ou en tout cas les minorités, à trois grandes figures. La figure de la victime, la figure du délinquant ou du sauvage, ça alimente derrière un discours, un narratif, des images, des débats, des livres, un cinéma qui est orienté quand même de manière assez négative autour de ça. Donc ce que je disais tout à l'heure, la figure de la victime, de la personne qu'il faut assister, qu'il faut aider, etc., ça ramène à une histoire coloniale. Au fait de dire, eh bien, si l'autre est une victime, je dois le sauver. Donc ça vient légitimer en fait le passé colonial. Est-ce que ça donne aussi le sentiment d'être victime? Disons parce que voilà, forcément, on a perçu. Écoute, ce qu'on disait tout à l'heure, lorsque tu cherches de l'emploi et que tu ne trouves pas, à un moment donné, tu te mets en position de victime. Parce que tu te dis, bon, malgré mes efforts, malgré ci, ça, c'est quand même pas normal. Donc, forcément, quelque part, tu vas être touché par ça, par le fait que, oui, finalement, on peut être victime. Oui, mais des fois, j'entends un certain discours, où il faut arrêter avec l'immigration, c'est fini, ça date, c'est plus le cas aujourd'hui, surtout si on vient de deuxième, troisième génération, on n'a pas le droit de se plaindre, de dire et accuser l'autre qui nous donne pas de l'emploi ou logement ou autre dans la vie. Moi, je pense qu'il faut rien attendre de l'autre. Je pense qu'il faut partir du principe qu'on est légitime, qu'on est ici, qu'on a totalement notre place, qu'il faut simplement la prendre. Il suffit de savoir où est-ce qu'on veut aller, etc. Il faut la saisir. C'est pas facile. Mais c'est une lutte au quotidien, parce que j'ai eu hors antenne une personne qui dit c'est atroce le travail qu'on nous demande de faire. C'est un travail de fond. On a l'impression de prouver plus, de faire plus de résultats pour dire qu'on est compétent. Voilà, c'est une charge mentale. Oui, malheureusement, c'est vrai. Il faut prouver toujours, encore et toujours. Mais je pense qu'il y a le travail de fond, c'est lorsqu'on est victime d'une forme de racisme, il faut le dénoncer. Et il faut le faire. Il faut rien laisser passer. Il y a aujourd'hui, il y a une ministre qui a mis en place une plateforme, remarquable. Moi, j'ai eu l'occasion de la rencontrer. Elle est assez incroyable parce que, pour le coup, c'est une politique qui parle sans langue de bois. Donc ça, c'est quand même chouette. Elisabeth Moreno, pour ne pas la nommer. Et c'est vrai qu'elle a lancé une plateforme où on peut effectivement dénoncer les formes de discrimination qui existent à l'accès à l'emploi, au logement. À utiliser cette plateforme. Voilà, pour avoir l'accès à l'emploi, au logement, aux loisirs, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment important. Mais je pense que c'est très important lorsqu'on sent qu'on est victime d'une forme de discrimination, il faut le dénoncer. Il faut rien laisser passer. Parce que si on laisse passer, ce sera plus dur pour la génération suivante. Tu vois? On a un appel de Saïda. Bonsoir Saïda. Allô? Oui, Bonjour. bonjour. Vous voulez participer à l'émission? Oui, Allez-y, on est en direct. Alors, oui, je vous écoute, madame. oui, salam alaikum. Alaykoum salam, marhaba. Bonjour tout le monde. Oui, je voulais participer à l'émission parce que là, moi, je suis une personne qui est victime depuis quelques années. Moi, je suis une personne toute seule et donc je suis sans arrêt, victime de rejet, de racisme, de beaucoup de choses. Moi, ça fait 12 ans que ça dure. Alors, de la part de qui, madame? Pardon? De la part de qui? De la part de beaucoup de personnes. Et là, franchement, on est
médecins. Là, cette semaine, là, il y a 2-3 jours, ça s'est passé à la mairie du quartier par la juriste, l'assistante sociale, ceux qui travaillent avec la juriste dans les bureaux qui prennent les rendez-vous. Franchement, cette semaine, ça s'est très très mal passé parce que j'avais un dossier très très important à faire. J'avais un dossier de réversion de retraite parce que j'avais une pension de mon ex, donc il est décédé il y a 1 mois et demi. Et donc moi je me trouve, on m'a tout bloqué, on m'a tout arrêté parce que voilà, moi je suis toute seule, j'avais des enfants, et puis voilà, je me trouve seule, les enfants, c'est fini. Donc moi je suis allée vers la juriste et je la connais depuis 3 ans. À chaque fois je vais la voir, franchement, elle n'a pas envie, elle a pas envie de me voir. Franchement, elle me fait comprendre en me montrant du doigt quand elle parlait à ses collègues. Et donc, quand je lui demande quelque chose, donc tout le temps, elle fait reporter les choses, Quand j'appelle pour prendre le rendez-vous, elle me dit, elle donne l'ordre à ceux qui prennent les rendez-vous dans les bureaux de me donner un rendez-vous dans un mois et demi. Et on me dit, madame, vous n'êtes pas la seule, il y a beaucoup de gens, mais là, j'ai expliqué, c'était hier. Je lui ai dit quand même, c'est un dossier qui est très important de l'envoyer à la CARSAT. Et donc, non, elle me disait, non, vous attendez comme tout le monde, vous aurez un rendez-vous le mois d'avril. Alors que je me trouve, on m'a tout arrêté, je ne peux plus payer mon loyer. Non, et donc ça s'est mal passé 2 fois. Et donc, voilà, je lui ai dit que c'était un dossier très important. Elle me dit, oui, vous attendez comme tout le monde, madame. Je lui ai expliqué. Elle me dit, mais est-ce que quand vous la voyez, est-ce que vous la payez? Et je lui ai dit, mais pourquoi je la paye? Elle est payée par l'État. Elle a une place, elle travaille. Elle me dit, oui, c'est ça, vous n'avez pas le droit de dire ça. Je lui ai dit, bien sûr que si, puisqu'elle est payée. Et grâce à nous, les citoyens, on vient parce qu'on a des problèmes, elle est là, elle est payée pour ça. Elle n'a pas besoin de me montrer du doigt aux autres et de me regarder avec un regard haineux. Et donc c'est comme ça, avec l'assistance sociale, moi je suis allée lui en parler, elle me dit, non, moi je n'en parle pas, c'est bon là. Donc moi, c'est quand je vais au marché, avec les voisins, partout, quand je monte dans le tram, et donc là, j'ai supporté, ça fait des années, moi j'ai personne pour m'aider. Et donc là, c'était pas possible. Là, je tombe dans la dépression, alors que je viens de sortir il y a 2 ans, vous avez fait une fois une émission pour la dépression, pour les gens, comment ils font pour s'en sortir. J'en ai participé, et ça fait 2 ans, j'essaye de me battre pour m'en sortir. Et là, on m'abaisse tout le temps, on me montre du doigt, parce que voilà, je suis différente des autres. Je suis une personne intelligente, une personne qui écrit et qui fait beaucoup de choses. Donc, c'était insupportable d'être rejetée, même par mon médecin qui me suit pour le diabète. Ça fait 25 ans que je suis diabétique et type 2, avec 3 fois l'insuline dans la journée. Là, ça fait 3 ans, elle ne voulait plus me faire le bilan pour le diabète. Vous savez, tous les ans, on rentre pour faire le bilan, pour voir si on est, pour faire un bilan. Et donc là, je vais la voir il y a 1 mois, elle me dit, écoutez, depuis le Covid, on ne fait plus le bilan. Donc je ne sais pas ma glycémie, je ne sais pas le cœur, comment il est, je ne sais pas mes reins, je suis abîmée partout, mes orteils, je ne peux plus mettre les chaussures. Elle me dit, oui, c'est comme ça. Et donc j'étais obligée d'aller voir un pharmacien un peu plus haut. Donc il m'a aidé, il m'a trouvé un bon médecin, un généraliste, il a eu la gentillesse de me prendre. Et c'est lui, le généraliste, qui me suit maintenant pour le diabète. Est-ce que c'est normal? Je lui demandais, parce que moi, mes orteils sont tout abîmés par le diabète, je lui demande pour y aller vers comment ça peut, pour faire une cure, là, comment ça peut, podologue. Normalement, je suis à 100%. À chaque fois, je prends 37 €. Oui. Donc, alors que j'ai le droit, quand je lui demandais de me faire une ordonnance. Normalement, vous êtes pris en charge, oui, madame. Oui, vous avez le droit Elle me de... dit que vous n'avez pas le droit. Il faut voir votre médecin généraliste dans ce cas, Saïd. Pardon? Normalement, vous devez aller voir soit la sécurité sociale, soit votre médecin généraliste. C'est lui qui vous fait la prise en charge. Par rapport à quoi? Par rapport à la prise en charge. Oui, je suis prise en charge, mais le médecin généraliste
fait une ordonnance pour 5 séances dans l'année. Je lui ai donné l'ordonnance au podologue, il me dit, ben non, ça ne peut rien dire cette ordonnance. Bah, changez de podologue, madame, c'est tout. Pardon? Changez de podologue. J'ai pas compris, là, j'ai un petit peu du mal. Vous pouvez y aller voir quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas obligé d'y aller chez lui. Ben, j'ai vu un autre médecin, il m'a fait pareil, c'est une dame, elle m'a fait une ordonnance pareille, et il m'a dit, ben non, ça ne veut rien dire, donc à chaque fois je paye 37 € alors que je suis prise en charge. Et donc avec celle qui me prend pour le diabète, qui me suit depuis 25 ans, j'étais obligée de m'énerver et je lui ai dit, je ne sors pas d'ici, parce que le podologue, il me dit, ben, il faut une ordonnance par la personne qui me suit pour le diabète. Elle me dit, vous n'avez pas le droit. Alors que je suis abîmée partout, 25 ans de diabète, j'étais obligée d'hurler, de m'énerver pour qu'elle m'a fait l'ordonnance. Donc voilà, tout ça, à chaque fois, je prends sur moi. Et là, c'était mal passé avec beaucoup de personnes cette semaine. Le matin, je me lève, j'avais un gros accès dans le sein et c'est comme ça que je vis. Ça fait 5 fois que je me fais opérer avec des accès, la colère qui sort par cet endroit. Et là, j'en peux plus. Là, franchement, j'étais obligée d'y aller prendre une assurance de protection juridique parce que pour me défendre, parce que je n'en peux plus. Et comme par hasard, je reçois dans ma boîte aux lettres un courrier pour une enquête qui font les gens là où j'habite. Ils envoient des courriers pour des gens qui sont des difficultés comme moi, qui sont atteints du racisme, de beaucoup de choses. Et je reçois ce courrier, j'étais étonnée. Et donc moi, il m'explique que c'était par l'INSEE qui font des recherches, des enquêtes pour voir les gens, leur ressenti, leur vécu. Et moi, comme voilà, parce que moi, je suis une personne qui parle, voilà. Et ça plaît à personne. Donc, moi, je suis obligée de me défendre. Et donc, voilà, la mairie connaît mes soucis dans les centres sociaux, partout. Donc, ça les gênait. Donc, je reçois un courrier. Donc, l'INSEE, ils font des recherches. Ils envoient des courriers à des gens par tirage au sort et sélectionnés. Et moi, tellement que mon vécu et mon ressenti est tellement ce que je vis, donc je reçus ce courrier, il fallait m'en donner un numéro de passe, un numéro identifiant, il fallait que j'aille sur Internet il me donne 30 minutes pour parler de mon vécu, de mon ressenti, et c'était l'INSEE qui a fait cette recherche, j'étais tirée au sort, et j'étais sélectionnée. Donc voilà, tout ça, donc je le vis très 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 mal et ça abîme ma santé, donc j'ai personne pour me défendre. Et là j'étais obligée, mon dossier là pour la réversion de retraite, il est toujours là, il n'est pas envoyé et c'est un dossier qui va durer 4 mois. On m'a tout bloqué et je ne peux plus payer mon loyer parce que j'ai un loyer de 650 €, je n'ai jamais travaillé, j'ai élevé mes enfants. Et donc voilà, partout je vais au marché, partout, dans le tram, dans le bus. Parfois je reste une semaine sans sortir parce que j'ai peur de ce regard. Je me dis, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je le vis très très mal et je cherche à partir de l'endroit où j'habite. On me dit quoi? Pourquoi vous ne retournez pas vivre en Algérie? Pourquoi vous n'allez pas dans une maison de retraite? Donc voilà ce qu'on me propose. Aller voir un psychiatre, un psychologue. Voilà ce qu'on me propose. L'assistante sociale m'a proposé d'aller voir un psychologue ou un psychiatre. C'est pas mal d'y aller un psychologue ou psychiatre, madame, hein, mais après de vous dire y aller, pourquoi vous n'êtes pas parti chez vous, ça c'est ou en Algérie, c'est autre chose, hein, parce que vous êtes chez vous aussi ici. Ben oui, parce que ça fait 50 ans que je suis en France. Je suis arrivée, j'avais 19 ans, là j'ai 65 ans. Donc ma vie, elle est en France. Et puis là-bas, j'ai rien du tout. Moi, pour y aller là-bas ou y aller chez les belles-sœurs, chez les frères, ce n'est pas possible qu'on me dise une chose pareille. Ou aller dans une maison de retraite à 65 ans, ce n'est pas possible. Et surtout qu'aujourd'hui, même aux maisons de retraite, les vieux aujourd'hui, les centenaires et plus, hein, ils sont maltraités malheureusement dans certains établissements. Saïda, merci beaucoup pour ce partage. Je souhaite que les choses vont bouger pour vous, que ça change.
Et bon courage. Bon courage. Merci pour ce partage en tout cas. Merci à vous tous. Merci, salam Wa alaikum. alaykoum salam. Alors Saïda, elle n'est pas les seules. Moi, j'ai reçu beaucoup d'appels dans l'émission Bayni wa Baynakum où des personnes qui se sentent coincées, surtout à certain âge, et bloquées dans une certaine société ou situation, pardon. Donc, entre leur identité, leur situation économique, isolées, seules, et malheureusement, il y en a plein de femmes comme ça. Il y a des hommes aussi, hein, mais la majorité, c'est des femmes. C'est vrai, ce qui est triste dans cette histoire, c'est que cette dame, Saïda, elle est victime d'un mépris de classe, un mépris de genre, parce que c'est une femme, et un mépris de race. C'est-à-dire, on dit un mépris de race, mais c'est lié à son origine. Et malheureusement, lorsqu'il y a racisme, souvent, il y a ces trois terminologies qui vont ensemble. C'est un mépris, c'est qu'on met l'autre à distance, c'est qu'on l'infantilise. On parle d'elle comme si c'était un enfant. Ben, allez là, faites ci, faites ça. C'est une femme qui a 65 ans et pourtant on va la regarder avec un regard infantilisant, de supériorité. Et ça, c'était le deuxième point de notre échange, c'est que la victime, c'est quelqu'un qu'on va infantiliser. On va lui dire que c'est une personne assistée, c'est une personne qui n'est pas faite pour cette société. Et puis, le deuxième personnage de stigmatisation ou de stéréotype, c'est le délinquant. Et c'est vrai que lorsqu'on voit dans les médias comment la population, on va dire, des minorités est représentée, souvent on nous parle des banlieues, alors qu'il y a une grande population qui ne vit pas en banlieue. Et même la banlieue, elle est souvent stigmatisée comme étant porteuse de violence. Et regarde, comme par hasard, la banlieue, elle est en périphérie des villes. Elle est en dehors des villes, parce qu'on veut mettre à distance ces populations. Tu vois, ces populations et cette banlieue qui malheureusement manque qui est mise à l'écart de la ville. Et j'ai eu un échange une fois avec un professeur qui a été affecté à une école ZEP. Et il m'a dit, il y en a plein qui m'ont dit il faut éviter, il ne faut pas y aller, c'est dangereux. Mais elle a apprécié et elle a même demandé de rester et prolonger son contrat. Donc, entre ce qu'il dit, ce qu'il véhiculait et la réalité, il y a un bail. C'est ça. Et c'est ça le problème, c'est qu'on a un regard qui est tellement figé sur les banlieues ou sur les populations immigrées ou peu importe le sujet, que c'est difficile après de changer son regard si on ne crée pas suffisamment de matière pour montrer autre chose. Et des fois par sécurité on n'y va pas les voir. Bien sûr, alors que si on y va et qu'on se rend compte qu'on a une bonne expérience et qu'il se passe des choses positives et que finalement là-bas il y a un vrai métissage, qu'il y a des populations qui se mélangent, que c'est riche de ce métissage, eh bien ça peut changer le regard. Mais le fait que les banlieues soient toujours présentées de manière négative, ça sert nécessairement à un agenda on va dire politique en quelque sorte, parce qu'on pourrait aisément montrer ce qui fonctionne, par exemple dans les banlieues, dans les populations qui sont en dehors des villes, ces populations qu'on met à distance des villes. On pourrait avoir suffisamment de matière. Et enfin, le troisième volet de ce stéréotype, le troisième type de stéréotype, c'est autour de la personne sauvage. Voilà, la personne qu'on va montrer comme une personne qui a besoin d'être civilisée. Comme les addicts, comme les schizophrènes, déjà ça a été trop utilisé dans les médias, ce mot, tout le monde est schizophrène aujourd'hui. Les personnes qui ont certaines maladies mentaux, ils souffrent aussi de cette étiquette, parce que c'est lié à une personne sauvage. Oui, bien sûr. La majorité des... Alors que c'est pas le cas. Non. Mais voilà, en fait, la personne, enfin le troisième stigmate, ou on va dire le stéréotype de l'ensauvagement, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu en fait dans les médias, avec notamment Sarkozy qui a dit on va carchériser les banlieues, comme si
Qu'est-ce qu'on enlève au Karcher? On enlève de la saleté, on enlève des impuretés, des rongeurs, des insectes. Et donc on va rendre l'autre comme un animal, comme un sauvage qu'il faut civiliser, qu'il faut éduquer. Et tous ces trois stéréotypes finalement ils contribuent à donner une image à justifier en fait la colonisation, à justifier la suprématie de celui qui colonise, à montrer qu'on est supérieur. Porter la protection. Ah ouais, qu'on va civiliser l'autre, qu'on va le protéger, parce que l'autre est un enfant. L'autre est un sauvage, ou on va idéaliser ou orientaliser. C'est Edouard Saïd qui peut faire. Hein? C'est l'attitude d'un pervers narcissique. C'est un discours pervers. Oui. Bah oui, de clivage quoi. Finalement, parce que on coupe le lien à l'autre, on coupe le lien de notre humanité en disant que l'autre, l'autre, il est vraiment. Il est en dessous de nous, il a besoin d'être éduqué, il a besoin d'être élevé, comme si c'était quelqu'un qui n'avait pas d'éducation, etc. Et donc, ça nourrit des discours. On croit à ça. Même la personne lui-même. Oui, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, lorsque tu envoies ton CV et que tu n'as pas de retour, lorsque tu cherches un logement et qu'on te le refuse parce que, voilà, il y a beaucoup de matière sur ça. Lorsque tu ne trouves pas parce que tu es noir. Ce que je veux dire, c'est que tu finis par le croire. Oui, tu finis par le croire. De toute façon, on est soit arabe, soit parce qu'on est noir, on justifie. Ça devient une sorte de légitimisation. Oui, c'est-à-dire parce qu'on est de tel ou tel. Oui, quand tu as vécu le rejet une fois, deux fois, trois fois, à un moment donné, tu te dis peut-être que le problème vient de moi. Il y en a qui dévient. Ça amène à la déviation. Oui, ça c'est un autre sujet. C'est un sujet un peu psy. On va faire une petite pause publicitaire et musicale et on revient juste après. Laïla, je rappelle qu'on est toujours en direct. On finit vers 18h l'émission. Vous pouvez toujours appeler et participer à notre sujet. Je rappelle qu'il y a la stigmatisation et médias. Appelez le 04 72 12 00 60 pour participer avec moi. Célèbre actrice tunisienne, Wadjiha Jendoubi, sera à Lyon le jeudi 17 mars. Elle vous présentera son dernier spectacle, Big Bossa. La reine de l'humour tunisien sera à la salle Victor Hugo, 33 rue Bossuet, Lyon 6e, à partir de 20h. Prix d'entrée 18 €. Le spectacle de Wadjiha Jendoubi permettra de financer la première maison pour femmes âgées à Matouya en Tunisie. Réservation sur billets réduits. Pour tout renseignement, 07 71 22 82 11. Wadjiha Jendoubi, le jeudi 17 mars, à la salle Victor Hugo, 33 rue Bossuet, Lyon 6e, à partir de 20h.
Salam alaikum à l'autre. J'espère que vous êtes en train de suivre le sujet. On parle de la stigmatisation et le média. Je vais diminuer un petit peu le son. J'espère que le sujet vous intéresse en tout cas. Vous pouvez laisser des commentaires. Hein. Voilà. التشويه الصورة ووصمة العار والإعلام هو موضوع حلقتنا في برنامج بيني وبينكم. نذكر بيجي كل يوم اثنين ثلاثة خميس وجمعة بين الأربعة وبين الستة. قاعدين تسمعوا في أغنية جنجو. سمعونا. La célèbre actrice tunisienne Wadjiha Jendoubi sera à Lyon le jeudi 17 mars. Elle vous présentera son dernier spectacle, Big Bossa. La reine de l'humour tunisien sera à la salle Victor Hugo, 33 rue Bossuet, Lyon 6e, à partir de 20h. Prix d'entrée 18 €. Le spectacle de Wadjiha Jendoubi permettra de financer la première maison pour femmes âgées à Matouya en Tunisie. Réservation sur billets réduits. Pour tout renseignement, 07 71 22 82 11. Wadjiha Jendoubi le jeudi 17 mars à la salle Victor Hugo, 33 rue Bossuet, Lyon 6e, à partir de 20h. Retrouvez Beyni ou Beynakoum entre l'interactivité avec Nesrine en direct sur Radio Salam. Beyni ou Beynakoum, participez au 04 72 12 00 60. برنامج بيني وبينكم مع نسرين كل يوم اثنين ثلاثاء خميس وجمعة. بيني وبينكم من إلى عند السلام. دايما في الاستماع لبرنامج بيني وبينكم. نذكر اللي احنا في المباشر موضوع حلقتنا هو حول التشويه ووصمة العار وفي الإعلام. إذا كان حسيت نفسك يعني خلينا نقولوا صعدت عليا الكلمة جي بيردو لي مو وي يعني ضحية ولا فما تأثير بتاع الإعلام وإلا في المعاملات مع ناس بسبب من الأسباب، سواء مرض، سواء لون قشرة، سواء الجنس متاعك، سواء الأصل متاعك. تكلمنا على 074 12 060. Leïla, vous étiez avec une auditrice en antenne Oui, elle m'a fait part de son expérience. Donc elle travaille à l'éducation nationale et elle m'a fait part de son expérience où elle a été victime de racisme de manière très évidente. Elle a alerté les autorités et pourtant rien n'a été fait. Donc elle voulait avoir des conseils. Je l'ai encouragée à prendre contact avec les élus de son arrondissement, la personne en charge de l'éducation, et de continuer à écrire et de continuer à alerter. Et tôt ou tard, elle aura, j'en suis sûre, une oreille attentive. Effectivement, il ne faut pas laisser passer le mépris de race ou de classe ou de genre. Il faut dénoncer auprès des autorités, soit de l'environnement dans lequel vous êtes, soit les autorités politiques, les élus, ils sont là pour ça. Il y en a beaucoup qui œuvrent pour une société plus inclusive, plus ouverte, plus tolérante, plus égalitaire. Donc il ne faut pas perdre espoir et continuer à dénoncer lorsqu'il y a des actes de racisme ouverts, clairs, et faire des courriers et garder des traces de tout ce qu'on écrit. Donc c'est important de le faire, madame que j'ai eue au téléphone tout à l'heure. Donc on est voilà, enfin voilà, pour finir sur une note positive,
il faut, à mon sens, voilà, notre pays a besoin de montrer les visages de la diversité, de montrer que la France, c'est aussi la pluralité des cultures, des origines, voilà. Et donc, je pense que c'est important de travailler sur l'image, de travailler sur la médiatisation de cette population multiculturelle, de montrer que chacun a sa place, que chacun est légitime. Et c'est pour ça que moi j'ai un engagement associatif qui justement propose de mettre en lumière des modèles qui nous ressemblent, des modèles qui correspondent finalement à nos origines, à notre origine sociale, etc., etc. Et on a besoin d'avoir ça. Notre jeunesse a besoin aussi de s'identifier à des personnes qui leur ressemblent, qui parlent la langue de leurs parents, pour se sentir légitime à être à la fois français, mais sans oublier aussi la culture de leurs parents, de leurs ancêtres. Ça, c'est très important. Alors, il y a un moment donné, surtout les moments des attentats, l'événement du j'ai oublié son nom, le prof qui a été assassiné, oui. Emmanuel Paty, donc Samuel Paty, voilà, donc, et elle le cite, Farah, dans son livre, parce qu'elle est enseignante et c'est un collègue, oui. Et elle voit les discours changer parmi ses collègues, ils étaient des amis. C'était un ressenti aussi, à un moment donné, dans les écoles, dans les rues, il y avait un regard changé, il y avait une certaine tension qui a été vécue, une culpabilité aussi de cette population qui se sentent visée, notamment les musulmans. Oui, et même les petits, en fait, ils étaient frustrés, mais on a marre d'entendre ça. Ouais. Et c'était pas possible. C'est comme si on était co-responsable de cet événement douloureux, ou l'attentat, ou les attentats qui sont faits au nom d'eux. Mais je pense qu'il faut se désolidariser de ça et rappeler que nous ne connaissons pas cette personne, nous n'avons rien à faire avec eux, et cette personne a agi en son nom propre. Mais effectivement, tu as raison, Nesrine, Iman Bassala en parle dans son livre à travers le personnage principal Farah, qui raconte comment elle a vécu la décapitation de ce prof. Il se trouve qu'elle est prof elle aussi dans un lycée, et on l'assigne, on lui rappelle on lui demande de prendre une position par rapport à ce qui s'est passé. Eh bien, évidemment, Farah est totalement choquée de cet événement, au même titre qu'une personne lambda. Mais le fait d'être ramené à chaque fois à ses origines, à sa religion, parce que... Et pourtant, il y a un décalage entre ce qu'il dit, entre elle-même, qui dit qu'elle n'a jamais lu le Coran, oui. Avec son vécu au pays, ses souvenirs, oui. avec les cousins, les cousines, et elle se pose des questions sur son identité. Oui, sur une des facettes de ses identités, mais pourtant, parce qu'elle s'appelle Farah, eh bien, on va de fait imaginer qu'elle est musulmane, qu'elle est pratiquante, qu'elle est... alors que ça n'a rien à voir avec la choucroute, quoi, on a envie de dire. Donc ce livre parle de la relation entre Farah et Albert. Farah est une prof de lycée et Albert est avocat de grande renommée. Il défend notamment des terroristes. Et en fait, leur relation va commencer à bouger suite à la décapitation de Samuel Paty. Et donc c'est un livre qui interroge justement l'identité, la place dans la société française, qui parle aussi de mépris de classe, puisque Farah dans le livre et Albert n'ont pas le même statut social. La légitimité aussi, la légitimité d'être
d'être un acteur social, d'être reconnu en tant que personne, enfin d'être légitime dans son identité française. Donc ça pose beaucoup de thématiques. Et d'ailleurs, je vous invite, mesdames, à celles qui veulent s'inscrire, à m'envoyer un mail à leila.aoujad@femmeetdiversité.com, c'est sur l'affiche. Si vous voulez assister à la rencontre littéraire avec Iman Bassala sur Zoom, le 27 mars prochain à 14h, en présence des autres lectrices. Voilà. Donc, on a l'appel d'un auditeur. Une question qui arrive. Hors antenne, Leïla, alors une dame qui partage avec nous son vécu. Elle dit voilà, ma supérieure, elle me traite mal. Je vois, malgré que je fais bien mon travail, elle me fait certaines réflexions, elle me dénigre. Donc il y a un certain mépris aussi dans ses propos. Elle se comporte pas avec moi, elle se comporte pas avec elle comme avec les autres collègues. Donc elle est en train de s'interroger en écoutant l'émission. Qu'elle est victime de racisme. Oui, très probablement. Mais ce qui est terrible, c'est que... elle n'est pas la seule, parce que j'ai reçu d'autres appels où c'est les mêmes ressentis, en fait. Oui. Entre la personne qui dit c'est de ma faute, peut-être, mais en écoutant l'émission, ils se disent finalement, non, c'est pas le cas. Oui. Probablement que les personnes qui agissent de manière raciste, parfois ne sont même pas conscients de leurs actes, de leur manière de parler, de leur mépris, de leur manière de dénigrer l'autre, parce que c'est très insidieux pour revenir aux médias, comment les médias construisent les personnages, comment ils construisent dans notre inconscient les comportements aussi. Voilà, et en fait tout ça c'est de l'ordre de l'inconscient, et comme c'est nourri par des images subliminales dans les médias, à la télé, dans le cinéma, etc., et cette peur de l'autre, surtout l'autre envahisseur, qui vient nous prendre notre pain, notre travail, notre femme, parce que bien sûr, c'est aussi ça. On est toujours sur ces questions. Le pain fabriqué par des Tunisiens qui fournissent l'Élysée. Oui, exactement, oui. Ça, c'est vrai. Ça, donc là, c'est une sacrée... c'est un retour de bâton. Donc tout ça, c'est de l'ordre de l'inconscient. C'est ça qui est difficile. C'est que il y a des comportements racistes qui sont très clairs, très manifestes, et d'autres qui sont beaucoup plus insidieux. Par exemple, pour relever quelque chose, on ne dira pas, par exemple, dans les médias ou dans les journaux télévisés, que telle personne d'origine bretonne a tué telle personne. Par contre, lorsque c'est une personne... origine ou telle religion. Voilà, exactement. Lorsque c'est une personne d'une religion musulmane ou... on ne dira pas d'un bouddhiste, par exemple. Mais lorsque c'est une religion musulmane ou lorsque la personne est d'origine africaine ou nord-africaine ou issue d'une des colonies, des ex-colonies françaises, on va le souligner. Donc, quelque part, c'est très insidieux, mais ça va venir alimenter, encore une fois, rajouter une couche sur la peur de l'autre qu'on a colonisé et qui est un sauvage. Et qui vient en plus foutre le bazar dans notre société. Alors, c'est marrant parce que dans ce genre d'histoire et d'échange, quand on parle du racisme, il y a l'autre qui dit il y a aussi le racisme anti-blanc, anti-chrétien, anti-bouddhiste, et voilà, il n'y a pas que le racisme anti-noir, racisme contre les noirs ou les arabes. Moi je pense que après c'est un avis totalement personnel, mais moi je pense qu'il y a le communautarisme, c'est une conséquence du racisme. Je pense que parce que justement le racisme est largement diffusé, justement les gens vont rester entre eux pour se protéger. Aujourd'hui c'est la tendance, si on regarde sur les médias sociaux,
et même dans dans le milieu d'entrepreneuriat professionnel, on est en train de construire des communautés, ce qu'appelle ma communauté, qui fait vivre, il y a le lien qui entoure, il y a l'intérêt qui entoure et qui unit cette communauté. Il est en train de se présenter, d'exister de plus en plus aujourd'hui. Après, tu as la communauté qui est ouverte sur l'autre, et tu as les communautés qui restent totalement autogérées, qui est fermée à l'autre. Faut-il appartenir à une communauté finalement? Moi, je pense qu'on peut appartenir à plusieurs communautés. Il faut pas se cantonner à une seule communauté, sinon ça devient sectaire, ça devient une secte. Lorsqu'on est juste dans l'entre-soi, avec des gens qui nous ressemblent, en vérité, il n'y a jamais vraiment quelqu'un qui te ressemble à 100%. Même dans ta propre famille, ça je l'évoquais il y a quelques jours lors d'une conférence, lorsque tu regardes une famille, c'est comme ma mère qui dit on a 5 doigts, il n'y en a aucun qui ressemble à l'autre. Mais lorsque tu grandis dans une famille et que tu t'aperçois que ton frère ou ta sœur, qui a le même père et la même mère que toi, qui a mangé le même pain, qui a grandi dans les mêmes valeurs, ne pense pas du tout comme toi, tu t'aperçois qu'en fait, il faut faire preuve de tolérance, parce que il faut accepter l'autre qui n'a pas grandi dans ta famille. Tu vois? Donc, je veux dire, le communautarisme, non, mais la communauté, oui, parce qu'on peut avoir plusieurs communautés. Moi, je peux avoir une communauté de femmes entrepreneurs, féministes, mais aussi femmes, artistes et on peut appartenir à plusieurs communautés et naviguer dans ces différents pans de ces communautés qui reflètent nos identités, nos sensibilités. Pas de problème. Le communautarisme, c'est autre chose. C'est lorsqu'on reste fermé, on reste en entre-soi et on fait bouclier face à la menace extérieure. Et pour moi, le communautarisme, c'est une conséquence du racisme. Lorsqu'il y a communautarisme, c'est parce qu'on se sent menacé par le système, par l'extérieur. Donc on essaye de s'autogérer et d'apporter une sorte de protection, de mur, de bouclier. Mais le danger, c'est que ça polarise. Donc on est dans un rapport de force. Et ça, c'est jamais bon. C'est là où il doit intervenir le rôle des médias. Parce que ça peut inverser les choses. Il faut faire des passerelles. Oui, bien sûr. Moi, je pense que dans les médias, on doit montrer des figures issues de l'immigration. On en est quand même à la 3e ou 4e génération pour certains, mais on doit montrer des héros noirs. On doit montrer des héros d'origine maghrébine. Pourquoi pas? Aujourd'hui, il y a des poupées blanches, des poupées noires. Aujourd'hui, ça existe. On attend. Mais dans les médias, ça reste quand même rare. On doit sortir aussi de ces clichés ou de ces news en boucle sur la peur du terroriste, djihadiste. Mais djihadiste, c'est un mot qui a été complètement pris en otage. Le djihadisme, c'est... Le mot Allahu Akbar aussi. Allahu Akbar, ça a été pris en otage. Donc voilà, retourner à la définition des choses et redonner vraiment... essayer d'enlever l'émotion de ces mots qui ont été vraiment pervertis, qui ont été pris en otage par les médias. Donc il y a un travail vraiment de fond à faire, de sensibilisation et de représentation qu'il faut faire dans les médias. Montrer, moi je travaille sur la thématique des femmes, mais les femmes sont fortement stigmatisées à cause de leur corps. Elles sont hyper sexualisées. Travailler aussi le rôle de la femme, pourquoi on a une image de la femme qui doit correspondre à un certain standard, alors que les femmes, on est toutes différentes. Il y a des femmes qui sont grosses, il y a des femmes qui sont minces, il y a des femmes qui sont retouchées, il y en a d'autres qui sont naturelles, il y en a... Donc sortir du standard, de l'assimilation. C'est très dangereux aujourd'hui ce qu'on vit en France quand même. On essaye d'effacer ce qui nous différencie les uns des autres, pour que tout le monde soit pareil, pour qu'il n'y en ait pas un qui... Voilà, et comme des boîtes de conserve, où on porte tous la même... c'est quoi être français? Justement, pour moi, être français, c'est vraiment... inviter cette diversité dans notre quotidien, c'est valoriser la différence de l'autre, parce que comme dans mon film Sonia le dit, la culture de l'autre, c'est celle qui me manque. Il faut créer des passerelles, il faut créer des ponts entre les personnes et valoriser justement ce que l'autre a de différent de soi.
Parce que c'est ça précisément qui nous fait avancer et qui nous rappelle que nous sommes frères en humanité. Est-ce que c'est le rôle de la personne qui perçoit ces choses, qui ressent et on a vu quel impact, hein, on a vu avec Saïda, elle est tombée malade. Oui, bien sûr, chacun doit prendre ses responsabilités, mais je crois que les autorités politiques, les médias doivent se saisir de ces sujets et sensibiliser et informer. On a par exemple, il y a des groupes comme le Clémy qui sensibilisent la jeunesse sur les médias. Donc très jeune déjà, en et surtout primaire, dans le milieu des jeunes où il y a beaucoup d'harcèlement virtuel. Bien sûr, où il y a une grande sensibilisation sur l'image, comment l'image est représentée, quel est le message derrière une image. Une image, c'est un outil qui est très fort, hein. On dit une image vaut 1000 mots. Les gens ne lisent plus aujourd'hui. Ils regardent la télé, ils regardent les réseaux sociaux. L'image, c'est un véhicule très puissant qui fait et défait une société. Donc, il faut faire attention à ce qu'on présente comme image. Aussi, ça demande beaucoup de travail pour travailler son image, en fait. Ce que l'autre perçoit sur notre image, c'est exigeant. C'est exigeant, oui. Ça aussi, ça demande d'effacer une certaine partie de nous-mêmes. Être soi-même, quoi. Je ne suis pas obligée d'être... je me rappelle dans une émission où une femme a été très critiquée parce que... Et pourtant, elle vient intervenir, c'était la période de pandémie, mais elle a été critiquée sur ses habits. On n'est pas obligé d'être parfaite tout le temps. De toute façon, l'image d'une femme, mais c'est pas que les femmes. Il y a des jeunes aussi, des fois, qui se présentent à des entretiens. C'est vrai qu'ils en manquent de savoir-être aussi, mais ça les sanctionne. De toute façon, on va plus facilement critiquer une femme sur ses habits qu'un homme. Hein. Donc il y a du chemin. Il y a beaucoup de chemin à faire. Et puis bon, on va pas parler de la stigmatisation des femmes qui portent un foulard, mais... Voilà, ça en fait des tartines dans la presse. Ils sont écartés du milieu de travail aujourd'hui. Ouais. Bon, il y a un travail de fond. Certaines, ils ont trouvé leur voie dans l'entrepreneuriat, mais il reste un travail à faire. Absolument, absolument. Et puis, c'est triste à dire, mais il y a eu la polémique de la dame qui a été extraite... qui est sortie, qu'on a demandé de sortir parce qu'elle accompagnait une école et elle a été sortie de l'Assemblée. Ça, c'est symptomatique de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on va utiliser des femmes de culture musulmane à donner de leur temps pour accompagner des classes, des sorties scolaires, etc. Mais leur liberté s'arrête là où elles sont censées entrer, c'est-à-dire dans des espaces de liberté, des espaces politiques comme l'Assemblée nationale en l'occurrence. Donc ça, c'est symptomatique comment dirais-je, du traitement à géométrie variable, c'est-à-dire on exige de toi de nous donner de ton temps, etc. Mais par contre, ton voile, il reste dehors. On n'a pas besoin de toi lorsqu'il s'agit de... Donc ça c'est quand même très violent, je trouve, pour les femmes et pour jusqu'à la tolérance. Il y en a qui ont cédé. Parce que pour y travailler, pour subvenir à leurs besoins, déjà, ils ont besoin de leur famille, ils étaient obligés d'enlever. Oui. L'exiger après avoir acquérir certains droits, mais oui, ils étaient obligés de le laisser à la porte. Quoi. À la porte pour aller travailler et puis de le remettre en sortant. Oui, je sais, ça existe, je sais bien. C'est terrible, c'est triste, mais encore une fois, le foulard, il attise beaucoup de tensions. Mais je pense... Même dans la communauté elle-même, hein, des fois, je partage une expérience personnelle où un comportement d'une femme voilée m'a heurté une fois et j'ai oublié qu'elle est un être humain, elle a le droit à l'erreur, quoi. Oui. Tellement on donne une image qu'elle doit être si parfaite que ça. Oui. C'est une responsabilité aussi. Oui, alors que ça reste une personne. Mais oui, c'est sûr que... Oui, moi-même, je me suis... avec le recul, je dis, mais j'exagère, quoi. Ouais.
Non, mais après, on revient encore une fois, je pense que derrière le foulard, il y a la peur, évidemment, de ça, il y a la peur de la religion, il y a la peur de plein de choses, mais le discours aujourd'hui qu'on a vis-à-vis des femmes qui portent un foulard, j'aime pas dire les femmes voilées, mais les femmes qui portent un foulard, eh bien, c'est un discours sexiste, parce qu'on va penser et dire à la place d'une femme ce qu'elle doit porter sur la tête ou pas. C'est pas seulement de l'islamophobie, c'est pas seulement un discours haineux, c'est un discours sexiste aussi. C'est-à-dire qu'on va, comme on disait tout à l'heure, on sera plus enclin à critiquer une femme pour ses tenues vestimentaires, sur son corps, etc. On se donne le droit de le faire, alors qu'on on ferait pas la même chose vis-à-vis d'un homme. On est beaucoup plus laxiste avec les hommes. Eh oui, si on remarque bien, c'est rare, on voit l'image d'un homme dénudé dans une magazine. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Comment éviter, on arrive, il reste 10 minutes, Leïla, avant la fin de l'émission. Et si vous voulez intervenir, chers auditeurs, n'hésitez pas à appeler le 04 72 12 00 60, il en reste 10 minutes. Pour éviter cette stigmatisation dans un monde idéal, moi j'aimerais bien voir, pour sortir justement de ces rôles de victime, d'assistée, de délinquant, l'idéal, ce serait que dans les films, dans les documentaires, qu'on voit plus de diversité. Et dans les films, je rappelle, Lechti, il a changé les donnes par rapport à l'accent parlé. Oui. Et ils ont su inverser les rôles. Oui. Oui, c'est la spécificité régionale. Mais voir plus de rôles de héros étant des Noirs, des Arabes, des Asiatiques, pour montrer vraiment la diversité de notre héritage, ce serait bien d'avoir plus de héros. Pourquoi ? Parce que notre jeunesse, et nous-mêmes, on a besoin de s'identifier à un héros. Lorsque tu vas voir au cinéma, moi il y a quelques semaines, j'ai regardé un film avec ma fille, c'est Taken. Donc le héros, c'est un Américain blanc, c'est un homme qui va sauver sa fille. Voilà, qui va sauver sa fille des mains de violeurs arabes ou de terroristes turcs. C'est terrible. Et on est toujours sur des clichés et on surfe sur la vague et tout va bien. Non, il faudrait qu'on ait aussi des héros qui nous ressemblent, qui ont le même héritage que nous, parce qu'on a besoin d'avoir des figures auxquelles on peut s'identifier. Donc ça, c'est une chose. Il faudrait aussi, à mon avis, les médias, c'est aussi l'édition, c'est aussi le papier, c'est aussi la presse, c'est aussi... moi, ce que j'aimerais, et je le constate, il y a de plus en plus de maisons d'édition qui éditent des histoires des histoires différentes de ce qu'on a l'habitude de lire, donc orientées sur la culture d'origine maghrébine ou africaine, etc. Donc c'est chouette parce que cette nouvelle génération se saisit justement de ces sujets pour éditer. Moi, j'avais interviewé une de mes écrivaines qui me disait que lorsqu'elle a écrit son livre, la maison d'édition à qui elle l'a proposé lui a dit « Ah, ça serait bien que vous parliez du fait que c'était difficile pour vous d'être d'origine tunisienne dans votre famille. » Et elle leur a dit « Mais c'est pas le sujet du livre, ça n'a rien à voir. » Donc, il y a toujours une orientation sur la victimisation de la fille maghrébine dans son environnement familial, alors que c'était pas du tout le sujet du livre. Donc elle a été victime. Sachant qu'on peut parler des origines, mais il y a une manière aussi, une façon de présenter le sujet. Mais c'était pas le sujet de son livre. Elle a dit moi je veux bien parler de ça, mais c'est pas le sujet de mon livre. Donc elle n'a pas signé avec eux et elle est allée voir ailleurs. Mais on est toujours assigné. Encore une fois, on est assigné à son origine, à son statut social, à sa condition de femme. C'est marrant, j'ai eu un appel hors antenne tout à l'heure où la personne m'a dit je me rappelle à l'époque, il y a 5-6 ans en arrière, en recherchant un logement, donc quand elle appelait les agences immobilières ou même les HLM, on me pose toujours la question je suis de quelle origine, après donner le nom et le prénom. Oui, je ne sais pas s'ils ont le droit de faire ça, hein. Je ne pense pas qu'ils aient le droit de faire ça. Bon, après, de toute façon, pour finir dans les recommandations, moi je pense qu'il faudrait qu'on ait un organe étatique pour superviser sérieusement et condamner
Dans certains pays, c'est le cas. En Angleterre, oui, c'est le cas. Et ils sont très vigilants par rapport à ça. Ils essaient de montrer toujours la diversité, même sur les plateaux de télé, dans les émissions, voilà, les talk shows, comme on dit. Évidemment, dans les séries, dans les documentaires, dans les films. Montrer toujours cette diversité parce que c'est ça aussi qui va créer une cohésion. C'est ça qui va éviter qu'on finisse par une guerre civile. Donc ce serait bien quand même de l'éviter avant, quoi. Donc je pense que ce serait bien d'avoir un organe qui condamne systématiquement tout propos raciste. C'est juste hallucinant de voir que Zemmour, il est encore dans des plateaux de télé, il a encore une tribune, il écrit des livres et il n'est pas censuré. Moi, je suis pour la censure quand des propos vont à l'encontre. Et il est candidat au présidentiel. Quand des propos vont à l'encontre de la cohésion et de la paix, de notre paix sociale, de notre justice sociale. Donc ça, c'est une de mes recommandations. Et puis évidemment, encourager les associations comme la mienne qui font la promotion de la diversité dans nos sociétés, les entreprises, les associations qui œuvrent pour ça. Il faut les encourager, il faut leur faciliter le travail. Je sais qu'il y a en France, il y a plusieurs entreprises qui ont signé des chartes, les chartes de la diversité. Il y en a qui signent et qui ne respectent pas. Bon. Et puis, il y a le label diversité qui est très difficile à obtenir. Mais je pense que pour les entreprises qui vraiment mettent en place la diversité, qui honorent la diversité, il faut les valoriser. On devrait avoir le prix de la diversité, on devrait avoir mais vraiment quelque chose qui est fait à grande échelle pour justement honorer et montrer, voilà, c'est les bons exemples à suivre. Et on reste tous unis autour de l'humanité, qui n'a pas ni couleur, ni origine, ni religion, ni, comme l'air. Exactement. Il est pour tous. Ni odeur, ni couleur. Merci Leïla, c'est toujours un plaisir de te retrouver. Merci d'être si présente. Et oui, c'est bien de lire le livre À gauche du lit. À gauche du lit, le 27 mars. Tous ces sujets et il est très passionnant. Avec Iman Bassala qui sera avec nous le 27 mars. J'espère, Nesrine, te compter parmi nous. Oui, c'est chouette. Donc, je remercie tous les auditeurs qui étaient à l'écoute et les personnes qui sont participées avec nous, Amel Saïda, Ammar, Samia et les personnes aussi hors antenne. Merci, je vous retrouve demain même heure, toujours à partir de 16h. Au revoir. Alors, je vous laisse à l'écoute de cette belle chanson Machar de Shirin, et dédicace à Yassine, le coach, qui a demandé cette chanson.
Comme chez les filles, je vais le mettre là, comme ça. Est-ce que ça marche comme ça? Oui, je sais qui va faire. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. C'est bon là? Je vous dis au revoir. La prochaine live.